Les forces de sécurité togolaises ont fait usage de gaz lacrymogène à Lomé pour disperser des manifestants de l'opposition qui réclamaient la mise en œuvre des réformes politiques avant la présidentielle de 2015. À 72 heures de la présidentielle en Tunisie, l'instance électorale a annoncé vendredi les résultats officiels des élections législatives du mois dernier, des résultats qui donnent le parti Nida Tounes vainqueur. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a initié une opération d'exhumation de corps qui vise à faire la lumière sur les nombreuses violations des droits de l'homme constatées lors de la crise post-électorale. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur Sika. Des milliers de partisans de l'opposition qui entendaient protester contre le régime du président Faure Gnassingbé ont tenté de marcher ce vendredi à Lomé vers le siège du Parlement. Ils ont été repoussés par des gendarmes déployés à environ 400 mètres du bâtiment officiel et qui ont fait usage de gaz lacrymogène. L'intervention des forces de l'ordre a dispersé la plus grande partie des protestataires, dont quelques-uns ont incendié des pneus. L'opposant Jean-Pierre Fabre, président de l'Alliance nationale pour le changement ANC, a expliqué que ce mouvement de protestation vise à mettre la pression sur le gouvernement et à s'assurer que les réformes politiques seront bien mises en œuvre avant l'élection présidentielle de 2015. Il faut dire que le calme est revenu rapidement dans la capitale togolaise. À 72 heures de la présidentielle qui aura lieu en Tunisie, l'instance chargée des élections a annoncé ce vendredi les résultats définitifs des législatives du 26 octobre dernier. Ces résultats viennent confirmer la victoire du parti anti-islamiste Nida Tounes face à son principal adversaire, le mouvement Ennahda. Reportage. C'est confirmé, Nida Tounes a remporté les élections législatives en Tunisie avec 86 des 217 sièges de l'Assemblée des représentants du peuple. Il est suivi du parti islamiste Ennahda qui a totalisé 69 sièges selon les résultats définitifs proclamés ce vendredi par l'instance électorale tunisienne. En troisième position, on retrouve l'Union patriotique libérale avec 16 sièges, soit un de plus que le Front populaire, une coalition de gauche et d'extrême gauche. 3 579 257 personnes ont voté au total, ce qui représente plus de 70% des personnes inscrites au scrutin. Ces résultats définitifs des législatives tombent au lendemain de la fin de la mission de l'Assemblée nationale constituante tunisienne, élue en 2011 pour rédiger une nouvelle loi fondamentale après la Révolution. Pour marquer ce moment solennel, les députés ont paraphé un à un une copie historique de la Constitution adoptée en janvier 2014. Je pense, maintenant que je revois tout ça, ça valait la peine, tous les moments de stress, de querelle sur ce qui doit être mis et pas mis dans la Constitution. Ça valait la peine toute cette aussi tension et aussi patience et persévérance pour traverser les deux crises majeures qu'a vu notre pays. La barque Tunisie est à bon port. Nous sommes à la veille des élections présidentielles. Nous avons déjà réussi des élections législatives. Nous avons une belle constitution, de belles institutions qui vont préserver la démocratie tunisienne. Il faut quand même respecter tous ces engagements et je pense que les futurs représentants du peuple tunisien veilleront à continuer cet ouvrage. Une nouvelle séance plénière aura lieu à l'issue des élections présidentielles pour présenter les nouveaux députés élus à l'issue des législatives du 26 octobre 2014. En attendant, tous les regards sont tournés vers dimanche, date de l'élection présidentielle où les Tunisiens écriront une nouvelle page de leur histoire en choisissant entre le chef de Nida Tounes, Beji Caïd Essebsi, donné favori, et 27 autres candidats dont l'actuel chef de l'État, Monsef Marzouki. Restons en Tunisie où une partie de l'intelligentsia tunisienne se prépare à défendre bec et ongle la liberté d'expression acquise par la révolution. Avec la victoire de Nida Tounes aux législatives, ils craignent le retour de certains ex-partisans de la dictature. Les images. La Tunisie s'apprête à élire un nouveau président de la République. Et quel que soit le vainqueur, les artistes tunisiens sont à l'affût pour éviter tout retour en arrière sur l'un des acquis fondamentaux de la révolution, la liberté d'expression.
Lotfi Abdelli est humoriste. Ces dernières années, il s'est fait un malin plaisir de critiquer les islamistes d'Ennahda au pouvoir. Mais maintenant que leurs adversaires de Nida Tounis ont pris place aux commandes du pays, ils changent peu à peu de cible. Pendant 3 ans, il me disait « Vas-y, t'es fort, t'es notre humoriste » parce que je descendais nada. Maintenant, quand je me suis attaqué un peu à Nida Tounis, je deviens le mec inculte, qui n'a pas d'humour, tu vois, qui n'a aucun respect. Nida Tounis a remporté les élections législatives fin octobre. Et avec lui, quelques caciques de l'ancien régime de Ben Ali renversé en 2011 font à nouveau leur apparition. On voit qu'il y a des candidats à la présidentielle qui faisaient partie des ministères de Ben Ali et qui sont bien accueillis dans plusieurs régions tunisiennes. Personnellement, je pense que c'est la liberté personnelle de chaque Tunisien d'élire qui il veut, tant qu'il y a des règles démocratiques claires. Le peuple tunisien se lancera pour défendre sa liberté à chaque fois qu'il ressentira qu'il y a une force qui la menace. Beji Caïd Essebsi, le chef de Nida Tounis favori des prochaines présidentielles, a servi comme président du Parlement de Ben Ali. Mais près de 4 ans après sa chute, le parti assure qu'il n'y a aucune menace de retour de la répression et de la censure. Je peux comprendre les craintes des gens, mais elles ne sont pas fondées. Et il y a des personnes ou des groupes qui essaient de les induire encore une fois en erreur pour dire « Ah, vous allez prendre des risques, ah, vous allez faire ceci ou cela ». Mais je suis certain, et tout le monde, et les Tunisiens aussi savent qu'il n'y a aucun risque de dérapage. La Tunisie traverse une période électorale cruciale et même si la peur d'un retour en force de l'ancien régime reste minoritaire, les Tunisiens s'essayent à un nouveau jeu démocratique. Parlons un peu santé à présent. Grâce à Marshall, la veuve de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela est montée au créneau ce vendredi. Très critique, elle a déploré la réaction trop tardive et insuffisante des dirigeants africains face à l'épidémie d'Ebola. Elle appelle à plus de sérieux. La veuve de Nelson Mandela a été particulièrement critique envers l'Union africaine sur le retard accusé dans la réaction à l'épidémie d'Ebola. Reconnaissant quand même les efforts de la présidente sud-africaine de la Commission de l'Union africaine, grâce à Machel qualifie d'inefficace la politique menée contre ce fléau. 12 pays seulement sur les 54 États membres de l'Union africaine sont à jour de leur contribution annuelle selon elle. La lenteur de faire aboutir les stratégies n'incombe pas à la Commission de l'Union africaine, mais plutôt à nos chefs d'État qui ne se prennent pas au sérieux. Ebola has exposed maybe the worst of weaknesses of Ebola expose les pires faiblesses de nos institutions, car nos gouvernements, nos pays qui ont été affectés se sont trouvés totalement pris au dépourvu. La CEDEAO représente tous les Africains en Afrique de l'Ouest, mais elle n'a pas vite tiré la sonnette d'alarme. Oui, il est vrai que l'Union africaine a convoqué une réunion des ministres de la Santé, mais combien de temps après? Yes, it is true that African Union then called a meeting of ministers of health. But how long after? Aux yeux de la veuve de l'ancien et défunt président sud-africain, l'Afrique se dévalue elle-même par sa négligence et sa politique de main tendue. Une position de laquelle les pays de ce continent ne pourront être vus que de haut par ceux développés. It is time Africans begin to give real value. Il est temps que les Africains accordent sa vraie valeur à la vie humaine, en d'autres termes, à la vie de chaque Africain, qu'ils la prennent au sérieux. Si nous ne faisons pas cela, nous continuerons d'être des marionnettes aux mains de tous et nous continuerons d'être stigmatisés et plus que stigmatisés. Vous savez ce qu'ils pensent, ils nous méprisent et c'est à nous d'agir de façon à projeter notre sens de la dignité pour que les gens nous respectent. In a way, we project our sense of dignity so that people can respect us. Ebola, plus qu'une maladie, est vue comme une crise d'identité et de dignité. Et si les milliardaires de ce continent, les classes moyennes en expansion, mettaient aussi la main à la pâte. En attendant, l'OMS a indiqué prévoir une nette décrue du nombre de nouveaux cas dans le courant de l'année prochaine. Croisons les doigts.
Nigeria, l'avocat du télévangéliste TB Joshua a annoncé jeudi qu'il conteste en justice la citation à comparaître de son client. Citation relative à l'enquête sur les causes de l'effondrement de l'immeuble qui a fait plus de 100 morts au mois de septembre dernier à Lagos. Reportage. Au total, 116 personnes, dont 81 Sud-Africains, ont péri le 12 septembre dans l'effondrement de l'auberge accueillant les fidèles étrangers du prophète, ou l'homme de Dieu comme il se fait appeler. Convoqué une première fois au début du mois de novembre pour donner sa version des faits, TB Joshua n'a pas honoré ce jeudi sa deuxième citation à comparaître à l'audience, provoquant la fureur du coroner Oyetade Komolafe, chargé de l'enquête, qui a affirmé avoir l'intention de le faire arrêter. Mais au terme de l'audience de ce jeudi, Olalekan Ojo, l'un des avocats de TB Joshua, a déclaré à la presse qu'il avait contesté devant la haute cour de justice la compétence du coroner de citer des témoins à comparaître. The coroner's court has unconsciously Sans le savoir, le coroner a outrepassé ses compétences en enquêtant sur des éléments qui n'ont pas provoqué la mort de ces personnes. Le prophète est la bonté humaine incarnée. Il est encore en train de pleurer la perte épouvantable de toutes ses vies. Il ne serait pas correct qu'il se présente à l'audience. Cela n'est pas une bonne marque de respect envers les morts. Néanmoins, il a du respect pour la loi du pays. Et si à la fin de la journée, il est nécessaire pour le prophète de se rendre au tribunal, il se présentera au tribunal. Les autorités de l'État de Lagos avaient affirmé le mois dernier que l'auberge qui s'était effondrée n'avait pas de permis de construire et que plusieurs autres bâtiments situés dans l'enceinte de l'église du prêcheur, dans le quartier d'Ikotun à Lagos, ne sont pas conformes aux normes de construction. Le prêcheur nigérien avait crié au complot liant l'effondrement de l'auberge à la présence d'un mystérieux avion sur les lieux peu avant l'accident, mais selon des experts en construction, l'accident serait plutôt dû à l'ajout d'étages supplémentaires sans renforcement préalable des fondations de l'immeuble. Faire la lumière sur les nombreuses violations des droits de l'homme constatées lors de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif qui, selon le ministre ivoirien de la Justice, a motivé le gouvernement d'Alassane Ouattara à initier une opération d'exhumation. Ces fouilles qui s'étendront sur toute l'étendue du territoire national ont déjà révélé plus de 800 cadavres. Les images. Au moins 800 corps ont été exhumés entre le 4 avril 2013 et le 6 février 2014 dans le cadre des enquêtes de la crise post-électorale. Il s'agit de la première phase de l'opération pilotée par une enquête pluridisciplinaire composée des représentants de l'administration, des experts de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, des membres des organisations non gouvernementales ainsi que du droit humanitaire. Celle-ci a déjà coûté la somme de 388 millions de francs CFA. Sur 89 sites d'Abidjan, les recherches effectuées ont permis de retrouver 235 restes humains. À Abobo, où les exactions furent massives, 582 restes humains ont été retrouvés. Près de 800 corps ont été extraits des fosses à Abidjan en attendant que les opérations se poursuivent sur Abobo, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans les régions de Diokou et Giglo-Man. La rébellion soutenant Alassane Ouattara avait causé la mort de plus de 700 personnes contre environ 2 fois plus pour les troupes loyales à l'ex-chef de l'État Laurent Gbagbo. Résultat d'une enquête ivoirienne effectuée en août 2012 sur les violences dans la crise de décembre 2010 à avril 2011. Les personnes impliquées ont été entendues et aujourd'hui, vous savez que ce n'est pas un dossier dont les questions de sécurité sont aussi aisées à régler. Aujourd'hui, il faut que tous les mises en cause, soit tous les accusés, soient sur la place d'Abidjan dans des conditions de sécurité. C'est la responsabilité de l'État et l'État doit s'atteler à être rassuré que tout le monde est sécurisé. Mais la sécurité, là, c'est un aspect, la justice, c'est un autre. Donc nous avons exprimé notre volonté en tant que justice de donner un épilogue à cette situation. Donc en mémoire des victimes de cette guerre, que la Côte d'Ivoire a prévu de débourser 3 milliards de francs CFA pour l'opération d'exhumation des restes de victimes de la crise post-électorale. Sont aussi concernés la conservation des restes humains et la construction de mausolées. Les fouilles vont se poursuivre dans les régions de Douékoué, Giglo et Man, dans l'ouest du pays où les violences ont été les plus massives après Abidjan. Fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur Sika.